Bonsoir Isabelle Floren. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes sénatrice MoDem des Hauts-de-Seine. Benjamin Morel est également avec nous. Bonsoir. Maître de conférence à l'université Paris 2 Panthéon-Assas. C'est bien cela? C'est ça. Et Anne-Sora Dubois, journaliste politique BFM TV. On entendait donc à l'instant cette réaction en exclusivité sur BFM TV de Jordan Bardella qui s'exprimait cet après-midi en marge de dédicace de son livre, Ce que je cherche, et qui poursuit sa réaction à travers un message posté par la suite sur les réseaux sociaux que l'on va découvrir ensemble. Jordan Bardella qui écrit ceci: si on est aujourd'hui dans une forme d'incertitude institutionnelle, c'est en raison des accords contre nature entre les macronistes et l'extrême gauche aux élections législatives. Le RN va continuer d'œuvrer dans l'intérêt des Français et de faire pression sur Michel Barnier. La question, Isabelle Floren, c'est jusqu'où? Parce que jusqu'à quand on a la date d'expiration de l'ultimatum de Marine Le Pen sur Michel Barnier, c'est lundi inclus. Mais jusqu'où? Jusqu'où le Premier ministre est-il prêt à céder, en particulier à l'extrême droite? Moi, je vais vous dire ce que le Premier ministre que nous soutenons, le MoDem, dans la majorité sénatoriale, nous, ce qu'on voudrait, c'est pouvoir voter et pouvoir assurer aux Français un budget. Voilà, c'est ça notre sujet. La réalité du sujet du Parlement actuellement, de l'Assemblée nationale comme du Sénat, c'est de vouloir un budget avec des discussions. Elles ont lieu aussi bien au sein avec l'ensemble des groupes politiques. Le RN vous répond, nous aussi, ce qu'on veut, c'est un budget, c'est pas le chaos, oui, mais on veut un budget qui soit équilibré, ils veulent un financé. budget. Moi, ce que je me demande, c'est le titre du livre d'ailleurs de Jordan Bardella, c'est ce qu'ils cherchent vraiment. Est-ce que Marine Le Pen cherche à casser l'image qu'elle est en train de se forger depuis quelques années de personnes respectables, respectueuses des institutions, ou est-ce qu'elle cherche à s'associer aux ingénieurs du chaos et à mettre le chaos dans les institutions? La question, elle est là. Est-ce qu'elle cherche à faire fonctionner les institutions? Comment? Alors, vous avez une réponse à cette question, vous-même? Je sais pas. La question, elle est que on a des discussions, il y a eu des avancées, il y a eu... Effectivement, nous l'avions demandé. Par exemple, la suppression de la taxe sur l'électricité, le Sénat l'avait demandé. Elle a été accordée et le Premier ministre était d'accord. Sauf que le Sénat veut augmenter la taxe sur le gaz pour compenser... Le Sénat discute, il y a des amendements qui ont été votés. On ira sur une commission mixte paritaire, on ira sur un accord, on verra avec le gouvernement. Vous êtes pour l'augmentation, au passage de l'augmentation de la taxe sur le gaz pour compenser celle de l'électricité? Il faut trouver en tout cas des compensations financières sur des baisses. Moi, j'en discuterai avec mon groupe politique. Je n'ai pas encore discuté sur ces sujets. En tout cas, il faut trouver... On soutient ce gouvernement, soyons clairs. On soutient Michel Barnier, on est très clair. Et vous soupçonnez, on comprend entre les lignes, le Rassemblement national de vouloir Moi, forme de chaos, c'est ce que vous dites. Je me dis, que cherche le mouvement, et que cherche le Rassemblement national? Est-ce qu'il cherche à continuer à faire fonctionner les institutions, comme le dit Marine Le Pen depuis 2 ans, ou mettre le chaos dans le pays? C'est ça la question. Anne-Sora Dubois, il y a la pression du Rassemblement national, et puis à travers les mots employés par Jordan Bardella, déjà, semble-t-il, une forme de justification de choix qui pourraient être ceux du RN dans les prochains jours, oui, il commence de faire tomber le gouvernement Barnier en clair. Voilà, c'est ça. Il commence à infuser exactement les éventuelles critiques que le Rassemblement national pourrait recevoir consécutivement à cette décision, effectivement, de censurer le gouvernement Barnier. Ce que vous disiez, c'est-à-dire ce qui est un changement de pied de la part du Rassemblement national, qui était vraiment très axé sur la respectabilité, le fait de ne surtout pas chaotiser, pardon pour ce néologisme, le pays, ne pas mettre à mal les institutions, garder une forme de stabilité. On comprend bien que là, il y a la menace, en tout cas, d'un changement de pied et d'une déstabilisation du pays qui serait décidé, choisi, assumé. Et effectivement, il commence à répondre à ces éventuelles critiques en disant, mais de toute façon, c'est pas nous qui serions responsables du chaos à ce moment-là. Nous avons demandé un certain nombre de choses qui nous ont été refusées. Nous étions du côté du bon sens. Nous n'avons pas d'autre choix. On verra si les Français entendront ces justifications. Mais ça prouve bien que, oui, il a fait cet après-midi un demi-pas de plus en direction de la motion de censure. On redit quand même que c'est pas lui qui a le doigt sur le bouton. C'est Marine Le Pen. Néanmoins, incontestablement, Benjamin Morel, Michel Barnier, a-t-il le choix de procéder à de nouveaux
gage envoyé au Rassemblement national d'ici à lundi inclus? Alors, s'il veut tenir, en tout cas, il va devoir, en effet, donner quelques éléments. Alors, ces éléments, ils peuvent être de fond, mais ils peuvent être également de symbole. C'est-à-dire que quand vous lisez Marine Le Pen, ce qu'elle attend, c'est qu'on lui donne le point. Parce qu'il faut comprendre que les options stratégiques de Marine Le Pen, c'est pas un acteur totalement libre. C'est-à-dire qu'elle aussi, elle a ses propres contraintes, et ces contraintes, ce sont ses électeurs. Si on veut comprendre le Rassemblement national d'aujourd'hui, il ne faut pas oublier les dernières régionales. Qu'est-ce qui s'est passé lors des dernières régionales? L'électorat RN s'est abstenu, il n'est pas venu. Et on prévoyait 3, 4, 5 régions RN, il n'en a eu aucune. La crainte de Marine Le Pen, c'est qu'en cas de dissolution dans 8 mois, eh bien ces électeurs se disent, en fait, le Rassemblement national ne nous a pas protégés. Et il ne sert à rien, ce parti est inutile. Et comme il est inutile, eh ben on ne va peut-être pas voter pour quelqu'un d'autre, mais on ne va pas voter. Pour expliquer à ces électeurs aujourd'hui... Si on suit votre raisonnement, il n'y a même plus de questions sur la censure alors. Eh ben, ça dépend. C'est-à-dire que si jamais ces électeurs disent que finalement, elle a obtenu quelque chose, qu'en fait, elle a servi à quelque chose, là, la censure n'est pas tout à fait évidente parce que, en effet... Il faudrait que le caddie soit plein, si je puis me permettre. Encore une fois, ce n'est pas forcément une affaire de prix du caddie. C'est une affaire du fait que le caddie est à moi, que le caddie, c'est moi qui l'ai apporté. C'est pour ça que ça l'agace d'ailleurs quand Michel Barnier, au sujet de l'électricité, ne lui remet pas le point. C'est tout à fait ça. Elle estime que c'était une demande d'à peu près toutes les formations. C'est-à-dire qu'elle a besoin de montrer à son électorat que c'est elle qui a emporté ça, que c'est pas la majorité parlementaire, que c'est pas le Sénat, que c'est pas l'Assemblée, que c'est elle. Et là, en effet, pour Michel Barnier, il y a un hiatus stratégique également parce que vous avez une soixantaine de députés macronistes qui ont été élus grâce au report de voix de la gauche. Si jamais il donne le point, eh bien, il fragilise aussi la position de ses députés, il fragilise son gouvernement. Et donc, dans ce cadre-là, pour l'instant, il résiste, mais la concession peut être de symbole. On a l'impression qu'il n'y a qu'au RN, qu'il y a des lignes rouges, Isabelle Florennes. Est-ce que pour vous, la ligne rouge consisterait à revenir sur la revalorisation de toutes les retraites au 1er janvier ou encore sur le déremboursement des médicaments? Non, on s'est mis d'accord déjà sur le PLFSS. Puisque l'enjeu de lundi, c'est le vote des conclusions. Justement, si avant PLFSS. lundi, Michel Barnier revenait sur la revalorisation de toutes les retraites au 1er janvier. Je pense que les discussions au sein de la majorité, en tout cas du socle commun, comme on l'appelle, ont lieu depuis le début de cette séquence budgétaire et les relations sont bonnes. C'est un équilibre à trouver, ce que nous cherchons. Vous ne répondez pas vraiment à ma question. Je réponds. Vous me demandez, est-ce que effectivement nous avions demandé? Non, c'est Laurent Wauquiez qui est allé annoncer cette demi-revalorisation. Oui, eh bien, dans justement, le temps. l'affaire pleine et entière, est-ce que vous considéreriez que c'est acceptable et qu'il faut trouver encore un peu plus de compromis? Je dis qu'il faut trouver un compromis, un équilibre avec les groupes politiques de l'Assemblée nationale. Sur quel vous point ne me parlez que du Rassemblement national. Moi, je pense qu'il y a 66 députés du Parti socialiste. Oui. Moi, cela, j'attends aussi, malheureusement, ce n'est pas le cas pour le moment, mais ça pourrait arriver, qui sait, de discuter avec eux d'un certain nombre de choses. C'est 66 députés. Il faut dire ça à Michel Barnier. C'est important. Je pense que Michel Barnier y pense et il a des discussions, je vous le dis, avec l'ensemble des groupes politiques qu'il a reçus cette semaine. Et je pense à ces 66 députés. Et pourquoi je pense à ces 66 députés? Vous avez évoqué les scénarios dans les précédentes émissions. Le scénario de la proportionnelle est un scénario important, je vous le dis, parce que là, ces 66 députés socialistes sont effectivement pour ce socle commun et pour Michel Barnier à prendre en considération. Donc je vous dis, on peut aussi renverser l'échiquier. Michel Barnier discute avec l'ensemble des groupes politiques et je crois qu'il a raison pour trouver un équilibre et pour trouver un budget. Vous me parlez de scénario. Oui. Merci, puisque justement j'avais prévu d'évoquer avec vous transition. À présent, voilà, absolument. Les différents scénarios envisageables dans quelques jours, presque demain, en milieu de semaine prochaine, si, et seulement si, il y a 49.3 et censure, donc chute du gouvernement Barnier. D'abord, peut-on envisager, Anne, en guise de scénario numéro 1, que Michel Barnier soit renommé, lui ou un ministre de ce qu'on appelle désormais le socle commun? Ce qui est certain, c'est qu'il y a une majorité de Français qui ne le comprendraient pas forcément, parce que c'est vrai que cette majorité, enfin c'est pas une majorité d'ailleurs, ce socle commun n'a pas la majorité aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Il y a forcément, oui, une grosse partie déjà de l'électorat Rassemblement national et l'électorat Nouveau Front Populaire ne comprendrait pas qu'il renomme Michel Barnier. Cela dit, il y a peut-être une autre possibilité, c'est le laisser gérer les affaires courantes, ne pas le renommer forcément,
mais repousser la nomination d'un nouveau Premier ministre, parce qu'en réalité, on se souvient du temps que ça a pris pour le nommer Michel Barnier. Consulter les forces politiques une à une qui ont dit successivement « lui on censurera, lui on censurera, lui on censurera ». Vous avez tout suivi sur BFM TV, minute par minute, il y a des noms qui n'ont pas tenu plus de 12 heures, parce que dès qu'ils étaient jetés comme ça, évoqués, il y avait plus de la moitié des groupes politiques qui disaient « on censurera ». Donc c'est la possibilité. Renommer Michel Barnier, ça paraît quand même assez exclu, oui. Un autre ministre du socle commun, malheureusement, le problème, c'est qu'il est soumis au même risque comptable en termes de motion de censure. Nommer un Premier ministre de gauche, Benjamin Morel. Alors là, j'ai l'impression que ça nous renvoie à des discussions d'il y a quelques semaines. Néanmoins, on va peut-être repartir à zéro dans quelques jours. Alors un Bernard Cazeneuve, une Lucie Castet à Matignon, on va recommencer à en parler, vraisemblablement. Le problème, c'est quelle majorité, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que les Insoumis seraient prêts à soutenir Bernard Cazeneuve? Non. D'ailleurs, les écolos non plus. Donc à partir de là, vous voyez que c'est compliqué. Et de l'autre côté, est-ce que les socialistes pourraient rentrer dans un accord qui irait jusqu'au LR? C'est pas évident, parce que s'ils quittent le NFP, demain, en cas de dissolution, ils ont un insoumis face à eux. Et l'électorat de gauche est très unitaire. Les reports de voix du centre vers la gauche, aux dernières élections, ont été médiocres. Donc ça fait qu'ils sont tous sur un siège éjectable. Donc c'est compliqué. Vous n'avez pas plus aujourd'hui anti-insoumis que l'électorat macroniste. Quand vous prenez les enquêtes, ils sont moins anti-lepénistes qu'ils ne sont anti-insoumis. Donc un accord, même tacite, de non-agression qui irait des macronistes aux insoumis, ce serait un suicide politique et pour les macronistes et pour les insoumis. Donc vous comprenez bien que l'hypothèse d'un Premier ministre de gauche, sur le papier, elle peut faire plaisir à certains, mais aujourd'hui, il n'y a pas de majorité pour que ça tienne. Bernard Cazeneuve, si l'éventualité se représente, Isabelle Florennes, pour les centristes, Bernard Cazeneuve, ça a toujours été une personnalité politique que nous avons appréciée, qui a été un Premier ministre que nous avons apprécié et avec qui nous avons discuté avant que Michel Barnier ne soit nommé. Alors donc c'est pas du pur fantasme, mais ça ne durait pas forcément seulement 24 heures, quoi. Effectivement, c'est quelle majorité derrière? Comment on fait? Comment on fait à partir du moment où, alors, s'il est soutenu et s'il n'est pas soutenu par une partie de la gauche, s'il a le soutien des socialistes, on avait bien vu que l'hypothèse en septembre, c'est non. C'est que les socialistes et Olivier Faure avaient dit non. Donc, c'est là le sujet. Moi, je caresse juste l'espoir, avec un peu d'optimisme encore dans ces quelques heures, qu'on ait quelques responsables politiques qui portent leur nom et qui soient justement responsables, qui arrêtent de penser à ce qui va se passer dans 2 ans, dans 1 an et demi, et qui réfléchissent à la situation du pays. Parce qu'en attendant, Marine Le Pen, elle essaye d'attirer le milieu économique à elle. Le milieu économique, je peux vous dire qu'il est très inquiet actuellement. Il souhaite que la stabilité, que le gouvernement de Michel Barnier puisse réussir. L'impasse va-t-elle imposer de fait le scénario numéro 3, Anne, celle d'un gouvernement technique? C'est la piste suggérée notamment par Karim Bouamrane, maire de Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis, membre du Parti Socialiste. Elle a déjà été évoquée en effet au moment où on cherchait le nom de Michel Barnier, avant que le nom de Michel Barnier n'arrive. L'avantage de cette solution, c'est qu'effectivement vous échappez temporairement du moins à un risque de censure. L'idée, c'est d'avoir un gouvernement avec une personnalité à sa tête qui soit pas trop marqué politiquement. Pas trop marqué égale pas trop d'opposants. Voilà. Ça, c'est l'avantage. Encore une fois, c'est temporaire, parce qu'à un moment ou à un autre, il va falloir prendre des décisions de nature politique. Un budget, par exemple, puisqu'on aurait un gouvernement technique, donc avec une personnalité technique à sa tête. Il a besoin d'une orientation, le budget. Où est-ce qu'on prend, par exemple, l'argent? Est-ce qu'on le prend? Dans quel milieu économique est-ce qu'on le prend si on en a besoin? Auprès de quelle catégorie de population? Sur quel budget on rogne? Là, on est déjà dans des choses politiques. C'est un gouvernement d'urgence, Benjamin Morel, c'est ça Un gouvernement technique, oui, c'est un gouvernement qui a pour... Est-ce que c'est pas vers ça qu'on va? C'est entre guillemets, c'est ce qui est le moins irritant. L'avantage d'un gouvernement technique, c'est que, comme vous ne soutenez pas un opposant politique, comme vous n'avez pas non plus, comme vous ne participez pas non plus au gouvernement, vous n'en assumez pas non plus le bilan. Parce que si vous avez des ministres à vous, ça veut dire que vous êtes comptable également du bilan. Ça, c'est lourd pour les groupes politiques. Donc, ça a cet avantage. Mais évidemment, quand vous avez un pays cocotte-minute, avoir des hauts fonctionnaires qui gèrent, je dirais, les affaires, ça ne peut tenir qu'un temps. Donc si on devait aller vers un gouvernement technique, ça signifie probablement qu'on s'achemine peu à peu vers une dissolution et qu'à l'automne prochain, on aura encore des discussions très politiques. Sauf qu'Emmanuel Macron pourrait aussi être tenté de proposer un référendum
scénario numéro 4 il a la Français, possibilité. Isabelle Florennes, sur le budget, il en a la possibilité. Il en a la possibilité. Je ne sais pas si... et dans le contexte actuel, politiquement, a-t-il vraiment les moyens de déclencher un référendum? Je regarde Benjamin Morel qui me dit que non, je ne pense pas, et je suis d'accord avec lui. Pour déclencher un référendum, quand même, il faut être en position de force, entre guillemets. On sait très bien que les référendums sous la Ve République, c'est quand même pas toujours été très évident pour les présidents. La dissolution n'était pas très évidente en 2024. Autre chose. Et pourtant, il nous l'a sorti, si je puis dire, le président, son chapeau. Le président de la République a pris effectivement des risques. Je ne suis pas sûre que prendre le risque du référendum actuellement soit judicieux. Et la démission? La démission d'Emmanuel Macron, il en a beaucoup été question cette semaine à travers diverses déclarations choc. Jean-François Copé notamment sur BFM TV. Je rappelle aussi que 63% des Français, d'après Elab pour notre chaîne, se montrent favorables à la démission d'Emmanuel Macron en cas de chute de Michel Barnier, parce que ces Français-là le considèrent responsable de la situation dans laquelle est le pays actuellement. Alors la démission ne nous sortira pas de l'impasse du budget. C'est-à-dire que pour deux raisons. D'abord parce que tant que le président démissionne et qu'on oui et non, ça dépend, élections, à moyen terme. Je rappelle qu'il y a un mois avant d'avoir le budget. Donc il faut, d'ailleurs même pour le référendum, c'est-à-dire que faire un référendum maintenant quand même soit juridiquement possible sur un projet de loi budgétaire, ça nous reporte après le 1er janvier. Problème. C'est-à-dire qu'avant, il va falloir au moins avoir des lois transitoires pour pouvoir prélever les impôts. Donc, quoi qu'il arrive, c'est quelque chose qui est une solution à moyen terme. Ensuite, l'article 12 de la Constitution est relativement clair. Un président nouvellement élu ne pourrait quand même pas redissoudre avant le mois de juillet. Alors on peut dire que personne ne contrôle le décret de dissolution et que théoriquement il pourrait quand même le faire parce que aucun juge ne serait là pour lui dire non, mais malgré tout ce serait inconstitutionnel. Donc peut-être peut-il démissionner, peut-être entre guillemets cela permettrait-il de sortir d'une forme d'impasse politique au moins sur la clarté du jeu actuel, mais en tout cas à moyen et à court terme, ça n'arrange pas forcément la donne avec le blocage de l'Assemblée qui est un blocage structurel. Et les pleins pouvoirs? Dernier scénario, je sais, vous levez des gros yeux, Isabelle Florennes, néanmoins, là aussi. On a parlé déjà avant la nomination. La relève du président de la République et Emmanuel Macron pourrait déclencher l'article 16. Oui, mais alors, déclencher l'article 16, sur le principe, si jamais on n'a vraiment pas de budget, ça peut être une solution. En effet, la continuité de la vie de la nation, la continuité des institutions, les engagements internationaux de la France sont remis en cause et de toute façon, c'est discrétionnaire, c'est un choix du chef de l'État qui regarde son miroir le matin en disant article 16 par article 16 et qui peut le déclencher. Il faut juste un message à la nation et donc ce faisant, juridiquement, ça tient. Mais voyez un Emmanuel Macron extrêmement fragilisé prendre sur lui de déclencher les pleins pouvoirs au vu de son degré de popularité et de l'impasse politique qui est aujourd'hui celle du pays en grande partie à cause de cette dissolution, ça paraît quand même très improbable. L'article 16, c'est quelque chose qui implique d'avoir une forte légitimité. Aujourd'hui, il n'est pas sûr qu'Emmanuel Macron puisse s'en targuer pour imposer une solution. Il ne l'avait pas non plus avant la dissolution. Il était certain que ça allait être un crash électoral. Il a quand même pris la décision de dissoudre l'Assemblée nationale. Je dis ça parce que le soir des élections européennes, au moment où il annonce la dissolution, l'idée a commencé, enfin la rumeur a commencé à circuler un petit peu. Et toutes les personnes de la majorité qu'on interrogeait nous ont dit jamais il ne déclenchera la dissolution. C'est la pire idée du monde. Il sait très bien qu'il va perdre ses élections si jamais il dissout. Il a dissous tout de même. Et dans la salle, moi j'étais dans la salle Renaissance à la Mutualité. Ils étaient, c'était mon Dieu, il l'a fait. Ben oui, voilà. Donc, ne jugeons de rien. La disruption est un talent présidentiel. Isabelle Florennes, en conclusion, quel est votre état d'esprit, franchement, vous, élus de la République, au regard de la situation que traverse le pays? On a l'impression que, au gré de cette année, les mois passent et tout est toujours possible et on creuse encore un peu plus. Enfin, non, mais moi je regrette une chose, c'est qu'on n'ait pas fait avant ce que nous demandons depuis longtemps avec le mouvement démocrate, c'est la mise en place de la proportionnelle. Voilà. Ça fait 7 ans. 7 ans, on a été élus sur la base de ce programme. Vous avez vu ce que dit avec le président de la République. C'était la condition du ralliement de François Bayrou en 2017 à Emmanuel Macron. C'était la condition de son ralliement. C'était la condition. On s'est alliés et on a soutenu le président de la République actuel sur cette base, entre autres, de plus de justice dans le vote des Français. Et c'est ce que réclament les Français. Ce que réclame le Rassemblement national. On en est là. C'est pourquoi vous vous battez aussi au MoDem, la proportionnelle.
Oui, on est pour la proportionnelle. Un petit peu différente de ce que dit maintenant le Rassemblement national, puisque nous, on est pour une proportionnelle plutôt sur un type intégral et avec une mise en place au niveau départemental ou régional à discuter. Ça fait partie des vrais sujets, nous le disons depuis des années. On n'en serait peut-être pas là si ça avait été mis en place, parce que cette proportionnelle impliquerait des coalitions et casserait les grands blocs. Rendez-vous au printemps, ce qui nous bloque actuellement. Pardon. Rendez-vous au printemps, dit Michel Barnier, pour la Rendez-vous au printemps, bah oui, bah Marine Le Pen lui dit c'est beaucoup trop tard, on se méfie des paroles, on veut que ce soit dès le début de l'année 2025. Oui. On verra. Oui, bah nous on souhaite aussi que les discussions commencent très rapidement sur le sujet. Merci à tous les trois d'avoir accepté l'invitation de Newsbox.